À quel niveau tu vas dormir tranquillement la nuit ? C'est tout. Ah mais forcément, les gens vont te dire non, je veux conserver tout mon argent, je veux rien perdre. Si tu veux plus de performance, évidemment, c'est corrélé au niveau de risque que tu vas prendre. L'allocation d'actifs, c'est quelque chose qui se travaille dans la durée, c'est quelque chose qui s'installe progressivement, c'est quelque chose qui vit. Il n'y a pas d'allocation idéale, tout dépend des objectifs de chacun. Le comportement qu'il ne faudrait pas avoir, mais qui peut être naturel, c'est de se dire « je vends ». C'est le vendre au pire moment, puisque c'est le vendre au moment où... Au plus bas. Les émotions, la psychologie, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas mettre de côté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Perspective de vie, le média qui vous aide à conquérir votre liberté financière. Je suis Célia, la fondatrice de Perspective de vie. Aujourd'hui, je retrouve Claire Bernard, responsable allocation d'actifs chez Bread Banque Privée. Elle vous guide pas à pas pour bâtir votre patrimoine sans jargon et avec méthode. Vous partez de zéro ou vous avez quelques connaissances, vous êtes au bon endroit. Ici, nous avançons pas à pas, avec méthode et toujours dans un esprit de bienveillance. Avant de commencer, un immense merci à Bread Banque Privée. Grâce à leur soutien, ce programme est accessible à toutes gratuitement. Enfin, pensez à vous abonner pour être informé des prochains épisodes de nos séries publiées chaque dimanche à 10h et mercredi à 17h et à rejoindre notre cercle privé de femmes. Le lien est en description. Place à l'épisode du jour. Trouvez l'investissement qui vous ressemble. Claire, je veux investir. Quelles sont les premières questions que je dois absolument me poser ? Alors, pour te répondre, Célia, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Notamment, la première, c'est relatif aux objectifs que tu vas avoir. C'est toujours très simple. Ce sont les objectifs que tu vas avoir. Des objectifs, il y en a plein. Il y en a des milliers par rapport à tes attentes. Donc, si je t'en cite quelques-uns, un objectif, c'est par rapport à j'ai besoin des capitaux pour préparer ma retraite. J'ai besoin de capitaux pour pouvoir financer les études de mes enfants. J'ai besoin de capitaux pour demain avoir un projet immobilier, mon premier achat de résidence principale. Donc, il y a vraiment des objectifs très personnels à se poser en première question. Une autre question à se poser, c'est relatif au temps, à l'horizon de temps que tu as. On parle souvent d'horizon court terme, entre 1 an et 3 ans. Et puis, après 3 ans, on est sur des horizons d'investissement de moyen, long terme. Donc, forcément, si tu as un besoin de ces investissements à court terme, je vais pas te préconiser les mêmes investissements que si tu me dis, moi, j'en ai pas besoin, j'ai besoin de faire fructifier mon argent, j'en ai pas besoin pour mes dépenses courantes, j'en ai pas besoin pour mon fameux projet immobilier ou parce que je sais que je vais avoir un salaire réduit parce que j'arrive au moment de la retraite. Eh bien là, on est sur un horizon de temps long, ce qui veut dire que l'univers des possibles est beaucoup plus large en termes d'investissement et tu seras beaucoup moins contrainte. Donc ça, c'est un point important dans les questions à se poser, c'est de quel temps je dispose. Donc on a parlé des objectifs, du temps. Il y a également quelque chose important, c'est est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse, l'investissement, ou pas ? Parce qu'il y a plusieurs clientes, plusieurs investisseuses qui peuvent se dire j'ai envie d'avoir la main sur la gestion de mes capitaux, de mon patrimoine. D'autres, à contrario, pas du tout. Moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, donc je ne souhaite pas m'en occuper. Ce qui veut dire derrière, j'accepte de potentiellement déléguer une partie de la gestion de mes capitaux. Ça veut dire c'est quelqu'un d'autre et pas toi en tant qu'investisseuse qui va prendre des décisions d'investissement. On va faire confiance à quelqu'un, un professionnel et qui va typiquement opérer tous les arbitrages dans un portefeuille pour ce faire. Et là, si je veux déléguer complètement, concrètement, jusqu'où ça va, jusqu'où ça s'étend? Alors, qu'est-ce que tu es? Donc, je te délègue à toi. Oui. Alors, tu pourrais pas me déléguer à moi parce que je suis pas gérante. Mais imaginons, tu vas confier tes capitaux à un gérant dédié. C'est son travail, c'est un professionnel de l'investissement. Les gérants avec qui vous travaillez? Absolument. Des gérants avec qui on travaille, nous, en banque ou par ailleurs. Et typiquement, le gérant va lui donner un cahier des charges. Tu vas aller le voir et tu vas lui dire, moi, je vais te confier X% de mon patrimoine, parce que tu vas peut-être pas tout déléguer. C'est une histoire, encore une fois, d'allocation d'actifs et on y reviendra dans tous les épisodes ensemble, Célia. Mais c'est se dire, bon, je suis prête à confier
X% de mon patrimoine parce que je ne veux pas y toucher. Je suis prête à avoir un niveau de risque. Ça, le risque, c'est très important. C'est une question aussi à avoir qui est plus ou moins important. Et avec ça, le gérant a son petit cahier des charges, son cahier de commandes pour pouvoir gérer au mieux ce patrimoine. C'est ce qui veut dire que tu ne t'inities pas dans la gestion. C'est ça que ça veut dire, la gestion déléguée. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire alors déléguer? Je m'initie pas dans la gestion, ça veut dire que je laisse le gérant acheter n'importe quel actif et je viens pas contrôler derrière, je viens pas valider l'actif qu'il a intégré dans mon portefeuille, dans mes investissements. C'est ça? Alors, absolument. Alors, n'importe quoi, non, puisqu'évidemment, il y a un cahier des charges très clair. Mais effectivement, c'est ça. C'est à partir du moment où tu as dit je suis prête à prendre un risque assez important, oui, égal, il va investir globalement dans les actifs risqués égale les actions. Ça, c'est le marché traditionnel coté que l'on connaît et que les investisseuses vont connaître assez facilement puisque c'est la plus grande classe d'actifs connue. Et à l'intérieur de cette poche action qui va être déterminée, effectivement, le gérant, lui, peut avoir ses convictions. C'est ce qu'on attend d'un gérant. Il a ses convictions sur des secteurs, sur des zones géographiques et lui va faire finalement son petit bonhomme de chemin à faire les arbitrages au sein de cette poche selon le cahier des charges qui a été défini à l'avance. Mais derrière, toi, en tant que cliente qui a souscrit et qui a délégué une partie de tes capitaux, tu n'y touches plus. Voilà. Et après, par contre, il y a un suivi, évidemment, qui est assez rigoureux. Le gérant est à ta disposition pour faire un point sur comment se passe cette gestion. Est-ce que, effectivement, on est bien en ligne avec les objectifs de performance, les objectifs de risque? Ça, c'est vraiment les deux points essentiels à avoir en tête quand on parle d'allocation d'actifs, de portefeuille d'investissement. C'est la performance et c'est le risque. Et ça, en fonction des classes d'actifs, et on y reviendra plus tard, on ne va pas avoir le même niveau de risque et de performance associés. Donc si j'ai bien compris, toi et moi, au départ, on se met d'accord dans mon portefeuille. Oui. On va répartir de telle façon. On va accorder tel pourcentage à telle classe d'actifs, tel actif, tel actif, tel actif. Je vous délègue 100% la gestion. Et là, ce qui veut dire que dans chaque pourcentage d'actifs, vous allez après arbitrer à l'intérieur en fonction de ses convictions et en fonction de ce qu'il estime être performant en ce moment. Il va venir moduler à l'intérieur de l'allocation qu'on a effectuée, mais il va pas venir changer la répartition sur laquelle nous nous sommes mis d'accord à la base. Est-ce que c'est ça? Exactement. Alors là, tu as fait écho aussi à deux mécanismes. L'allocation d'actifs, qui est une stratégie d'investissement, et la gestion déléguée, qui est un mode de gestion des capitaux. Donc, c'est deux choses distinctes. Oui. Donc, effectivement, dès lors que tu as donné ton cahier des charges à ton gérant, donc dans le cadre de la gestion déléguée, effectivement, lui doit respecter les grandes masses, les grands pourcentages, comme tu l'expliquais. Se dire, on veut investir dans tel actif, tel actif, tel actif, telle grande thématique. C'est ça. Oui. Et après, à l'intérieur, libre à lui de venir arbitrer sur tel produit spécifique, parce que comme tu l'as dit précédemment, il y a un univers d'investissement aujourd'hui, et donc pour une même grande thématique d'actifs, on peut avoir divers produits. Absolument, c'est bien ça. Donc là, effectivement, les questions à se poser, elles sont extrêmement larges. Donc on a parlé des objectifs, ça c'est la base de base. Quels sont tes objectifs, tes attentes très personnelles sur la gestion de ces capitaux, le temps que tu peux allouer à cette gestion des capitaux, le type de gestion qui te convient parce que ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas, et le point essentiel, c'est le niveau de risque. C'est quel niveau de risque je suis prête à prendre sur la gestion de ces capitaux. Et alors, si je veux pas de gestion déléguée, que je veux contrôler, comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? C'est moi qui fais mes propres arbitrages, qui vais acheter, vendre. Alors, il y a deux autres types de gestion. Quand on parle de finances et de gestion d'allocation d'actifs, il y a ce qu'on appelle
la gestion libre. Donc là, typiquement, c'est toi qui as complètement la main. Tu vas solliciter ton banquier en disant, voilà, moi, je veux investir dans telle action à hauteur de tel montant. Et voilà. Donc, tu gardes complètement la main et c'est toi qui prends tes décisions avec le niveau de compétences et de connaissances que tu as. À côté de ça, et l'entre-deux que l'on voit régulièrement, et nous, c'est un petit peu ce sur quoi je travaille en allocation d'actifs, c'est la gestion conseillée. Donc, je viens te recommander des idées d'investissement. D'accord. Mais toi, tu me dis oui ou non, évidemment, à chaque fois. Donc, tu as évidemment la décision finale. Moi, je ne suis que là pour te préconiser les recommandations qui me semblent les plus adaptées à ton profil. Et derrière, tu me dis oui ou non parce que pour X ou Y raisons qui peuvent être très personnelles ou par rapport notamment à tout ce qu'on a dit avant, les objectifs, le temps passé, mais voilà, donc c'est un peu l'entre-deux. Gestion libre, tu gardes entièrement la main, tu l'as compris. Gestion conseillée, quelqu'un vient te faire une recommandation d'investissement et tu as la décision finale. Gestion déléguée, tu donnes à ton gérant un cahier des charges et ensuite charge à lui de faire vivre ses capitaux selon ce cahier des charges, mais à l'intérieur, c'est lui qui décide les actions dans lesquelles il va investir, les obligations dans lesquelles il peut investir, donc une autre classe d'actifs également. Voilà. Oui, par exemple, avec le gérant, fonds action, oui. Là, on va investir dans le fonds, mais dans le fonds lui-même, le gérant va choisir qu'est-ce qu'il va mettre comme action et il va arbitrer tout au long de l'année. Absolument. Donc ça, c'est gestion déléguée. Là, tu parles de la gestion collective. Quand on investit dans un fonds action, on investit dans un portefeuille composé de plusieurs actions qui sont choisies par le gérant de ce fonds, de ce véhicule, et effectivement, charge à lui, derrière, dans le même esprit que la gestion déléguée, mais c'est un petit peu différent parce que toi, en tant qu'investisseuse, tu peux investir dans un fonds action que tu choisis, notamment en gestion libre. Tu peux dire, moi je veux le fonds Alpha. Le fonds Alpha, il investit dans des actions européennes plutôt de croissance. C'est un portefeuille concentré sur 20 actions, on va dire. Mais ce fonds-là, il est géré par quelqu'un. Oui. Et oui, donc si je m'investis dans un fonds action, ça peut être aussi dans la gestion conseillée. Aussi, absolument. Et là, c'est moi qui viens te dire, ça serait bien coucou Célia, le fonds Alpha, il est top. Moi, je te recommande d'investir dans ce fonds parce que il correspond à tes besoins que tu m'as évidemment présentés en amont. Il correspond à ton profil d'investisseuse. Et là, tu me dis oui ou non. Oui, donc je n'ai pas le bon exemple alors pour la gestion déléguée. En fait, la gestion déléguée, finalement, c'est, je lui dis, on va mettre 20% en actions, et là, il va venir piocher les actions. Absolument. Et c'est pas forcément un fonds, ça peut être des actions en direct, des titres vifs en direct. Et là, c'est gestion déléguée. Exactement. Okay. Absolument. Donc, très clair. C'est bon, c'est clair. Super. Donc, je pense que si je reviens sur ta question, sur les questions à se poser, je pense que c'est les principales qu'on a. Number one, c'est mon objectif. Ah oui, absolument, objectif. Et de là découlent toutes les autres. Tout le reste. Et le risque, c'est quand même super important et primordial. Je pense qu'un certain nombre d'investisseuses n'ont peut-être pas, ne se projettent pas sur ce type de questions sur le risque. Et en fait, ce que je dis souvent en rendez-vous client, quand on évoque une allocation, la construction d'une allocation, c'est mais à quel niveau tu vas dormir tranquillement la nuit ? C'est tout. En fait, est-ce que tu vas être sereine en te couchant le soir en disant j'ai investi 20% de mon portefeuille en actions, action étant la classe d'actifs la plus risquée par nature, la plus volatile, sur laquelle il peut y avoir des pertes en capital très importantes sur des temps réduits. Est-ce que tu es capable d'accepter ce niveau de risque ? Et ça va aussi dessiner l'allocation que tu vas construire. Ouais, mais forcément, les gens vont te dire non. Ah bah oui, non, moi je veux dormir le plus tranquillement possible. Moi, je veux conserver tout mon argent, je veux rien perdre. Forcément, la plupart des gens disent ça. Ah bah absolument. Et donc, ça, c'était un peu un point de discorde. On a tourné tout hier, pour vous qui nous écoutez, avec Bénédicte, avec qui tu travaillais en binôme. Oui. Donc, qui est banquière privée chez Brett Banque Privée. Je recontextualise pour les personnes qui débarquent. D'ailleurs, il fallait s'abonner, vous qui nous écoutez, pour voir les précédents épisodes. Donc, c'était un point de discorde hier avec Bénédicte quand on parlait du risque, tout ça. Et je lui disais, mais moi, justement, si la personne, elle a peut-être moins de moyens, il faut justement lui dire qu'il faut aller risquer, il faut
faut prendre plus de risques pour créer plus de richesses et se constituer le patrimoine. Absolument. Et donc, c'est vrai qu'elle me disait, ouais, mais mollo quand même, parce que oui. il faut respecter le profil investisseuse. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu comme ça et je répète à chaque fois dans les vidéos, mais si, justement, si vous avez un peu moins, il faut justement y aller. C'est là qu'il faut prendre des risques. Absolument. Mais j'entends votre point, c'est sûr, c'est comment tu veux dormir, est-ce que tu veux bien dormir mais forcément les gens à chaque fois ils te disent ouais mais je veux rien perdre. Je veux rien perdre. Et après là, je leur dis quoi ? Ah bon, d'accord, tu auras uniquement une performance de 2% par an. Ça te va ? Ouais. Ah, c'est pas dingue, 2%. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, si tu veux plus de performance, évidemment, c'est corrélé au niveau de risque que tu vas prendre. Et donc, tout le travail de construire un portefeuille qui a du sens pour le client, c'est ça, c'est trouver cet équilibre entre performance, risque, attente du client, sur un horizon long. Un temps long, parce que l'allocation d'actifs, c'est quelque chose qui se travaille dans la durée, c'est quelque chose qui s'installe progressivement, c'est quelque chose qui vit, c'est pas figé dans le temps évidemment, mais pour autant, ça nécessite d'avoir un horizon long dans on va dire dans l'approche que tu vas avoir quand tu veux construire ton portefeuille. Par contre, il est tout à fait envisageable d'intégrer dans ton allocation globale des briques plus court-termistes, qui sont souvent quoi ? Les briques de capitaux dont tu as besoin au quotidien. Donc, c'est la gestion de la liquidité, finalement, des comptes courants, des livrets, des livrets A, etc., des dépôts à terme. Ça, c'est de l'argent qui n'est pas mis à risque, de l'argent disponible à tout moment et de l'argent qui va être utilisé pour tes besoins au quotidien. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on intègre dans la réflexion d'une construction, d'une allocation d'actifs qui a du sens. Petite pause rapide. Pensez à vous abonner pour la prochaine vidéo de cette série sur l'allocation d'actifs. Rendez-vous pour chaque nouvel épisode les dimanches à 10h, les lundis à 17h et mercredi à 17h. Oui, alors effectivement, donc ça c'est l'épargne de précaution. Oui. Et également, projet court terme dans cette grande poche d'objectifs, comme tu dis, cette brique, ça peut être aussi l'achat d'un bien immobilier, il me faut de l'apport. Donc forcément, il faut que j'assure cet apport, être certaine d'avoir l'apport nécessaire avec ce projet d'achat immobilier court-termiste. Bien et donc, sûr. j'ai cette poche-là à part court terme. C'est ça. Et typiquement, dans les questions qu'on va se poser en rendez-vous client, c'est OK, alors le projet immobilier, il est abouti, c'est une phase de réflexion, tu en es où ? Ah, ben c'est pas avant 1 an. Mais 1 an, moi, ça me laisse quand même suffisamment de temps pour aller chercher des investissements qui rémunèrent quand même un peu mieux que juste le laisser dormir sur son compte courant. Oui. Et donc, c'est pour ça que nous, en tant qu'allocataires d'actifs dans notre travail, j'ai besoin de ces informations pour que j'optimise au mieux, finalement, le portefeuille et que je te fasse gagner de l'argent. Voilà. Oui, là, 1 an, tu te dis, bon, je vais aller sur des fonds euros, peut-être fonds actions aussi, certains. Alors, fonds actions, j'irai pas parce que pour le coup, comme on l'a dit, les actions restent la classe d'actifs la plus risquée, la plus volatile. Sur 1 an, personne n'a boule de cristal. Moi, j'aurais trop peur de te dire ouais, vas-y, fonce. Mais une grande partie de ces capitaux qui sont demain dédiés à pouvoir financer ton projet immobilier en fonds actions et que finalement, 2 jours plus tard, boum, crise financière importante, moins 20% sur ton fonds action, bah, tu vas venir me voir, bah, Claire, super, là, bah, je dors plus tranquille la nuit. Moi, mon projet primordial, c'était quand même ma recherche de biens immobiliers pour ma résidence principale. Et là, tu as mis à risque mes capitaux. Donc, ça sera pas plutôt sur cette classe d'actifs, mais le fonds en euros, c'est un excellent exemple, puisque le fonds en euros, c'est une classe d'actifs très spécifique qui est uniquement accessible au travers d'une enveloppe d'investissement qui s'appelle le contrat d'assurance vie ou le contrat de capitalisation. Si, par exemple, tu as une entreprise et tu as une holding d'investissement, on va te faire souscrire un contrat de capitalisation. Et alors que l'assurance vie est dédiée à toi en tant que personne physique à titre privé. Et le contrat d'assurance vie, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français pour plein de raisons, parce qu'il y a des atouts fiscaux. Bon, moi, c'est pas mon métier, mais il n'empêche que
c'est bien connu sur la transmission des capitaux au moment du décès. Bon, ça, c'est pas des... On en a parlé, oui, on a dédié. Je pense que Bénédicte en a mieux parlé que moi. On en a parlé avec Bénédicte, j'en ai parlé aussi avec mon notaire sur la série Notaire. Super. Ça va sortir après les nôtres. Donc je vais pas alors trop teaser l'épisode. Il n'empêche que le fonds en euros, cette classe d'actifs offre une garantie totale du capital à tout moment. Ça, c'est quand même quelque chose de génial. Donc, tu investis 100, tu es sûr de récupérer tes 100. Avec un petit boost en plus, c'est qu'évidemment, il y a une performance que l'on attend, une rémunération qu'on attend sur le fonds en euros, et qui sera une rémunération plus importante, tout l'objectif, que le 2% que je te citais en introduction. Ça sort pas de nulle part, le 2%. 2%, c'est aujourd'hui le niveau du taux sans risque en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution des taux court terme, donc typiquement la Banque Centrale Européenne, c'est l'organisme qui va un petit peu gérer le niveau d'inflation au niveau européen. Donc l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est de maintenir un niveau d'inflation autour de 2%. D'accord ? Oui. Pour ce faire, la Banque centrale a des outils pour y arriver. Les outils, c'est la gestion des taux courts. C'est la Banque centrale européenne qui va, on entend souvent, la Banque centrale européenne a baissé ses taux, la Fed, alors aux États-Unis, a baissé ses taux. Ça a un impact direct sur, notamment toi à titre privé, sur le niveau auquel tu vas emprunter quand tu vas acheter ton bien immobilier, notamment. Ça, c'est lié à ces taux courts. Là, les niveaux de taux sont en train de baisser et on arrive à ce niveau de 2% aussi, qui correspond au taux sur lequel tu ne prends pas de risque sur ton capital. Ça veut dire que tu ne vas pas perdre d'argent là-dessus et tu es rémunéré autour de 2%. Donc, rémunération égale niveau de performance attendue. Donc, le fonds en euros... C'est garanti, c'est certain. Oui, absolument. Le fonds en euros... Lui, il va chercher à faire plus. C'est une classe d'actifs qui va chercher à faire plus quand même de 2%. C'est lié au taux, parce que le fonds en euros est composé à 80% d'obligations, donc des titres de créance, le fait de financer des entreprises ou de financer l'État. C'est la raison. Voilà. Et donc 80% du fonds en euros est exposé à des obligations, souvent des obligations d'État, ça veut dire venir financer des pays. La France peut avoir besoin évidemment de capitaux à certains moments et donc va émettre des obligations. Ces obligations offrent un niveau de rémunération parce que là, l'État français va se dire « Coucou, moi j'ai besoin qu'on me finance un peu, mais derrière, pour que un investisseur accepte de pouvoir souscrire cette obligation, il faut qu'il ait un niveau de rémunération qui soit attractif, qui sera en lien avec la santé de l'État. Donc, et typiquement, là, aujourd'hui, dans le contexte actuel, parce que c'est un monde mouvement... Bénédicte, dans les précédents épisodes, nous a dit que c'est une classe d'actifs qui est rémunératrice. On perçoit un coupon et on est sûr de le percevoir, c'est garanti également. Absolument. Donc, je comprends maintenant pourquoi le fonds euro est garanti, parce qu'il y a 80% d'obligations qui a une rémunération garantie. Absolument. On a une visibilité sur le niveau de coupon. On le sait à l'avance qu'il y a un coupon qui va tomber. Par contre, c'est pas... Alors, l'obligation en tant que telle n'est pas garantie, parce que c'est quoi le risque principal sur une obligation ? C'est que, typiquement, l'État ne rembourse pas. Et donc, c'est le risque de défaut. Et donc, ça, c'est un risque qui est mesurable et qui voudrait dire que, finalement, tu vas pas toucher ces fameux coupons qu'on t'a promis. Donc, ça, c'est un risque qui existe. Mais plus tu choisis des obligations d'État solides, à savoir l'État français, on est sur une notation en termes d'obligations qui est... Donc, ça, ce sont les fameuses notes AA, absolument. A, moins, plus, BBB. Absolument, c'est exactement ça. Donc, dès lors que tu es dans cette fameuse tranche triple A jusqu'à A, voire début B, on est dans des obligations qui sont solides, sur lesquelles on est plutôt, il y a une probabilité forte de pouvoir toucher ces fameux coupons et que l'État rembourse. Et donc, on est sur une classe d'actifs qui est effectivement peu risqué. Et donc, le fonds en euros est exposé à ces fameuses obligations. Et le fonds en euros, aujourd'hui, permet de rémunérer à plus de 2%. On est plutôt aux alentours de 3 à 4% net
de tout frais. C'est important, les frais, dès lors qu'on parle investissement. Ce qui est bien plus que les livrets A. Et ce qui est beaucoup plus que les livrets A. Et surtout cette année. Et en fait, aujourd'hui, on voit beaucoup d'articles là-dessus. Quand vous placez votre argent en livret A, finalement, vous ne gagnez pas d'argent parce que le niveau d'inflation est au-dessus du niveau de rémunération du livret A. Donc finalement, vous avez une perte de pouvoir d'achat alors que vous pensez que vous investissez vos capitaux sur quelque chose qui vous rapporte. Alors facialement, oui, vous allez toucher des intérêts à la fin de l'année, vous les voyez. Donc c'est palpable. C'est une perte invisible, oui. Ouais, absolument. L'inflation. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher plus que l'inflation. Et donc, on va chercher des classes d'actifs plus rémunératrices, parfois un peu plus risquées. Donc, c'est pas le cas du fonds en euros. Là, le fonds en euros, on va dire, c'est un peu le produit magique. Et c'est bien pour ça que c'est l'enveloppe d'investissement, le contrat d'assurance vie préféré des Français aujourd'hui, parce que vous avez cet accès à cette classe d'actifs qui offre cette garantie totale. Donc là, pour le coup, tu vas dormir plutôt tranquillement la nuit en te disant « Ah bon, j'ai investi mes capitaux là-dessus ». Et en plus, avec une rémunération qui est plus attractive que le niveau de l'inflation aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai que dans les allocations que je préconise à nos clients, notamment avec Bénédicte, pour ceux qui auront vu l'autre... Oui, ça sortira avant nous. Ah bon, voilà. Donc, dans la logique narrative, oui, c'est mieux Bénédicte avant. Ah ben super. Eh ben oui, et en plus ça fait complètement du sens. Oui. Eh ben typiquement Bénédicte, qui est banquière privée, reçoit beaucoup de clients et souvent j'interviens aux côtés d'elle en tant qu'experte en allocation d'actifs. On fait un rendez-vous en duo et dans nos allocations, on va préconiser de manière systématique une brique en fonds en euros. Parce que très clairement, aujourd'hui... besoin de liquidité. Parce que besoin de liquidité, parce que garantie totale du capital, parce que niveau de performance plus importante, encore une fois, que le taux sans risque à 2%. Et c'est la brique sécuritaire. Oui, absolument. Il y aura encore pour le moment et pendant, je pense, quelques années encore, un intérêt sur le fonds en euros, même si, on l'a dit, c'est composé d'obligations. On est plutôt dans une phase de baisse des taux, qui a un impact sur les taux longs, et naturellement et progressivement, ça va prendre du temps, la rémunération des fonds en euros est plutôt vouée à se stabiliser, voire à baisser sur un horizon long. Donc il faut l'avoir en tête. Et là, donc, tu as commencé à évoquer cette première brique en fonds en euros sécuritaire. Oui. Est-ce qu'il existe une bonne allocation d'actifs, un plan d'action idéal? Ah, très bonne question. Eh bien, non. Non, Célia, il n'y a pas d'allocation idéale, sinon ça serait trop beau et je serais extrêmement riche et j'aurais préconisé à tout le monde et on serait tous très heureux ça et irait très plus vite, riches. on dupliquerait, copier-coller. Voilà, copier-coller à tout le monde. Non, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout dépend des objectifs de chacun. Il y a une allocation d'actifs par rapport à une personne. Il n'y a pas d'allocation. Il existe des allocations type, je vais y revenir pour aider quand même, mais c'est difficile de te dire il y a une allocation parfaite. Pourquoi ? Parce que en fonction de ton profil, en fonction de tes besoins, en fonction de ton niveau de risque que tu souhaites prendre, je ne vais jamais proposer la même allocation. Donc, typiquement, si je peux essayer de prendre des exemples. Oui, est-ce que tu as un profil type d'investisseuse ? Je dis investisseuse comme ça, pas investisseur. Donc déjà, oui, alors avant de rentrer dans un cas concret sur les profils pour aider, quand même malgré tout, je dirais qu'il y a 3 types de profils d'investisseuses pour simplifier les choses. Le profil d'investisseuse... Les grandes catégories. Voilà, les grandes catégories, on va dire qu'il y en a 3. La première, c'est le profil d'investisseuse très prudente. Donc prudente, ça veut dire elle va chercher de la sécurité dans son capital, ce qui veut dire une protection du capital, voire une garantie totale du capital. Ça peut être le profil d'une personne qui a besoin de liquidité rapide, le projet d'achat d'un bien immobilier. Absolument. Alors ça peut être ce cas précisément. Ou je veux financer aussi les études de mes enfants qui sont très grands, ils ont 18 ans, ils rentrent en études supérieures, voilà. Absolument. Ils ont entre 16 et 18, ils vont rentrer dans les études supérieures, il va me falloir beaucoup d'argent, donc il faut que ce soit liquide. Absolument, il y a cette partie-là. Alors il faut pas confondre liquidité et sécurité.
Il y a aussi des placements qui offrent une sécurité totale du capital, mais pour autant qui ne sont pas liquides tout de suite. Ce qui veut dire que tu ne peux pas vendre et récupérer tes capitaux en un jour. Comme quoi, par exemple? Alors, typiquement, il y a... Alors, on rentre tout de suite dans les sujets peut-être un peu plus complexes. Il y a une classe d'actifs, alors maintenant, qu'on considère comme une vraie classe d'actifs, que sont les produits structurés. Les produits structurés, ce qu'il faut se dire, c'est un produit sur mesure qui répond à ton cahier des charges à toi. C'est un produit qui est émis par une banque et qui va répondre à un certain nombre de critères selon ton cahier des charges. Il y a plein de critères qu'on peut regarder. 1, le niveau de protection du capital que tu souhaites avoir. Donc, si tu me dis, moi, je veux une garantie totale de mon capital, je peux te l'offrir grâce à la structuration d'un produit structuré. Pour offrir une garantie totale du capital sur ce type de produit avec un niveau de rémunération qui soit attractif, il faut être capable de rester bloqué sur ce type de produit pendant 8-10 ans. Oui. En ce moment, c'est ça. Le contexte actuel de marché, c'est celui-ci. Un produit structuré qui offre une garantie totale du capital, c'est une garantie totale du capital à l'échéance. C'est-à-dire demain, tu peux le vendre, ce Donc produit. au bout des 8 ans. Au bout des 8 ans ou des 10 ans, c'est du sur-mesure. Selon le cahier des charges. Tu peux le vendre avant. Mais si tu le vends avant, tu prends le risque que ta valorisation de ton produit ne soit pas attractive et que tu le vendes, tu l'as acheté 100, il vaut 80, on va dire. Finalement, tu perds 20%. Eh bien, si tu souhaites récupérer tes capitaux, tu ne récupéreras que 80 et non 100. Alors que si tu laisses le produit vivre jusqu'à ses 8 ans ou 10 ans, en fonction du produit structuré, eh bien là, tu vas avoir la garantie totale du capital qui s'applique. Alors, j'ai plein de questions, mais on est rentré dans mais on va s'arrêter à ça parce qu'on va consacrer une série aux produits structurés. Et puis là, sinon, l'épisode, il dure 2 heures. Ah oui, c'est sûr. Là, Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une différence entre sécurité et liquidité. Sécurité plus liquidité égale fonds en euros. Et juste sécurité, mais pas liquidité, égale produit structuré. Voilà, on peut dire ça. Résumé grosso modo. Grosso modo, absolument. Et allez, je pousse quand même le sujet jusqu'au bout. Le fonds en euros, oui, c'est liquide, mais attention, tu le récupères pas en un jour comme quand tu sors de ton livret A, par exemple. Oui. Donc, il faut avoir en tête que ça prend 15 jours. Oui, voilà. Ouais, ça va. Mais je préfère le dire pour parce que on anticipe tout de même. Bien sûr, 15 jours. Mais voilà. Oui, mais t'as raison, c'est pas comme son livret A, hop, je me fais un virement, ça revient sur le compte. C'est ça. Donc, faut quand même l'avoir en tête. Demain, tu te dis, ah, super, j'ai ma brique liquide garantie de fonds en euros, je peux jouer avec, c'est pas l'objectif. Non, mais ouais, merci Claire de le rappeler, c'est bien, ouais. Parce que c'est vrai qu'on dit liquide, mais oui. Voilà. Liquide 15 jours. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, le profil, pour revenir au profil des investisseuses, le profil prudent va avoir tendance à privilégier la sécurité de son capital, mais aussi, pourquoi pas, la liquidité. Donc, comme tu le dis, mais c'est deux choses qui peuvent être complémentaires. Et aussi, et tu l'as très bien souligné, l'horizon de temps plutôt court. Termiste, parce que souvent, effectivement, pourquoi on veut à tout prix sécuriser ce capital, c'est parce qu'il y a l'objectif dont on parle, il arrive sous peu. Il faut que j'ai pas perdu mon argent pour atteindre cet objectif, pour utiliser cet argent pour cet objectif. C'est ça. Donc, et après, il y a aussi un biais psychologique qui rentre en jeu, et là, j'ai envie de dire, peu importe les objectifs que tu as, tu peux avoir peur. Tu peux juste avoir peur de la finance. Donc la peur est souvent liée aussi peut-être au manque d'accompagnement là-dessus. Ça nécessite une pédagogie qui est importante. Il faut expliquer, il faut éduquer. Oui. Absolument. Et ça prend du temps. Oui. Et donc, c'est vrai que naturellement, je pense que la position en tant qu'investisseuse non aguerrie sur ces sujets-là, c'est de se dire, oula, moi, je préfère tout sécuriser. Oui. Et donc, voilà. Donc, il y a plusieurs profils d'investisseuses qui peuvent... Mais je pense que dans ce cas-là, tu rassures et tu dis, oui, mais regardez le temps que nous avons. Nous avons 5, 10, 15 ans, 20 ans. Exactement. Et donc ça, c'est tout le travail d'accompagnement qui est super important pour pouvoir bien conscientiser, prendre conscience à cette investisseuse. Ah oui, en fait, je suis plutôt prudente.
Ou donc l'accompagnement m'aide dans ma perception. Absolument. Oui, je pense que c'est essentiel de ne pas être seul dans ce type de raisonnement. Et m'aide à faire évoluer ma perception. Ah bah tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, une allocation d'actifs, elle vit. Elle vit en fonction de tes besoins, elle vit en fonction des évolutions que tu vas avoir, professionnelles, avec les changements. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça m'aide à faire évoluer ma perception dans le sens où tu as en face de toi une personne qui te dit non, je veux rien perdre du tout, sauf que cette personne, elle a 15 ans devant elle. Là, tu essayes de lui faire évoluer sa perception. Absolument, oui, et ça dès le début. Oui, tu as raison. Si je sais, dès le premier entretien, j'ai pas besoin des capitaux, de cette partie de ces capitaux pendant très très longtemps, je cherche à les faire fructifier mon capital. Là, effectivement, je vais plutôt essayer de le sensibiliser très tôt sur le fait d'aller chercher des classes d'actifs plus rémunératrices sur un temps plus long. Absolument. Donc là, on a vu le premier grand type d'investisseuse. C'est ça, donc profil prudent. Ensuite, on peut trouver des profils plutôt équilibrés, donc des investisseuses qui vont chercher un compromis entre la sécurité du capital et la performance. Donc là, quand on parle d'équilibre de manière très grossière, on peut se dire un profil équilibré, il va avoir un portefeuille 50% actions, 50% obligations. Là, je te le fais dans les très grandes masses, sans rentrer dans toutes les autres classes d'actifs, et on y reviendra dans un autre épisode, je pense, sur je te confirme. sur des classes d'actifs un petit peu plus diversifiantes, alternatives, on peut les appeler comme tu veux. Typiquement, actions, obligations, ce sont les marchés traditionnels cotés que la plupart des investisseurs et investisseuses connaissent. Et donc un profil type équilibré, on se dit dans nos têtes, c'est 50% actions, 50% obligations. Voilà. Bon, encore une fois, à prendre avec des pincettes. C'est un exemple de portefeuille parmi tant d'autres pour ce profil équilibré. Absolument. C'est drôle, vos noms, prudent, équulibré, et on n'a pas encore le troisième. Et absolument. Mais c'est vrai que c'est des termes qu'on retrouve facilement chez toutes les sociétés de gestion. Il fallait bien cadrer les choses. Parce que vous, après, derrière, une fois que vous avez le profil, donc c'est une des premières étapes que vous devez absolument remplir, même vous êtes contraint réglementairement de respecter cette étape. Non, parce que pour vous qui nous écoutez, si vous avez à vous conseiller, entre guillemets, qui ne vous fait pas remplir cette étape, il faut fuir là. Absolument. C'est très très important. La réglementation est aussi renforcée depuis plusieurs années, et c'est très important parce que c'est en faveur des investisseurs et investisseuses. Oui, parce qu'après vous derrière, donc vous avez la personne qui veut investir rentre dans une de ces catégories, et après vous, dans l'allocation, dans le pourcentage de votre, moi je dis un camembert, dans le camembert de tel actif, tel pourcentage, dans telle masse, là vous pouvez pas sortir d'un certain cadre. Vous êtes contraint, et il faut pas déborder et aller... Ou alors il faut être capable de bien le justifier. Oui. Ça peut se justifier mais alors il faut, parce que tout ça, c'est pourquoi? C'est pour protéger les investisseuses, les investisseurs, les protéger dans le cadre du conseil que les banques, que les sociétés de gestion peuvent émettre auprès de ces clients-là. Et donc, ça permet d'avoir un cadre quand même plus simple et plus lisible aussi pour l'investisseur, parce qu'au moins, il sait ce qu'il doit avoir. Oui. Tiens, par exemple, pour le profil équilibré, qu'est-ce que vous avez comme règle de la part de l'autorité des marchés financiers? Donc, c'est l'autorité en question qui est contraignante. Alors, là, je ne pourrais pas te répondre, Célia, dans les détails, parce que il y a vous vous dites, on ne peut pas dépasser tel stade, on ne peut pas mettre ça en place. Alors, c'est qu'il y a un parcours de conseil que le banquier privé doit suivre dès lors qu'il va recommander des investissements à son client. Dans ce parcours de conseil, effectivement, il y a la signature de son profil investisseuse qui va être signé. Donc, c'est un questionnaire dans lequel, effectivement, on répond à toutes ces questions qu'on s'est posées sur les objectifs, l'horizon de temps, le niveau de risque qu'on souhaite prendre, le niveau de patrimoine, etc. Et derrière, dans le
parcours de conseil, il y a un profil type qui va ressortir en se disant c'est plutôt le profil équilibré qu'il faudrait respecter. Maintenant, te dire il y a un pourcentage vraiment à atteindre, moi j'avoue que je ne le connais pas s'il y en a un, et je suis pas sûre que ça soit figé dans le temps. Ou alors peut-être pas en termes de pourcentage, mais d'actifs sur lesquels vous n'irez pas. Ah, ça c'est une très bonne question. Si effectivement, je vais aller dans plus l'extrême. Si je prends un profil prudent, oui. Je sais que j'ai face à moi un client qui a signé son profil investisseur prudent. Oui. Naturellement, je ne lui mettrai pas des actifs non cotés. Oui. Donc les actifs de private equity, les actifs de capital investissement, qui est une classe d'actifs qui est la classe d'actifs la plus risquée et illiquide. Oui. Donc là, c'est le combo en termes de risque. C'est un risque de perte en capital total et une illiquidité, ce qui veut dire que tu ne peux pas récupérer tes capitaux souvent avant 10 ans. On va dire le cas standard d'un fonds de private equity. Ça, typiquement, un profil prudent, je ne vais pas lui mettre de Très bien. Voilà. Donc là, le profil me sert à déterminer ceci. Voilà, prudent, actif non coté, niet. Absolument. Ou alors, faut que ça soit une petite part. Parce que moi, c'est un peu mon dada, les actifs privés. Donc, j'ai un peu mes propres convictions là-dessus. Mais encore une fois, tout est une histoire de contrôle et d'allocation d'actifs et de se dire, tant que la brique ne dépasse pas un pourcentage qui soit trop important dans une allocation, tout peut être discuté. Oui, encore donc une fois, la personnalisation de l'allocation est essentielle. Elle est essentielle. C'est pour ça que ces profils types, je ferai attention. Sincèrement, c'est plus pour que ça soit plus clair. Pour celles qui nous regardent, c'est peut-être plus simple de se dire il y a 3 types de profils, de grands profils, mais en fait, il n'y en a pas 3. Il y en a... C'est infini. C'est infini parce que, encore une fois, ça correspond totalement à toi, Célia, tes besoins, tes attentes ou à toute autre personne. Et pour donner des exemples, typiquement, si j'ai face à moi en rendez-vous client une entrepreneuse qui a monté sa boîte, qui a donc mis beaucoup d'énergie, de capitaux dans cette structure, qui a mis tout son risque finalement dans cette structure. Bon, voilà. Tu te reconnais. Eh bien, finalement, cette investisseuse-là ne voudra sûrement pas prendre trop de risques sur ses capitaux qu'elle détient par ailleurs. Là, je me reconnais pas. Ah ouais, toi, c'est le double... Moi, je suis l'offensive, ouais. Ah ben voilà. Bon, le dernier profil qu'on n'a pas cité, c'est le dynamique ou offensive. Et donc là, c'est quoi ? C'est pas la recherche du compromis, c'est la recherche de la performance. C'est la recherche de la performance et ça veut dire... Tu veux de la performance, tu acceptes un niveau de risque plus élevé et tu acceptes un horizon de temps également plus long. Voilà. Mais donc, c'était une bonne transition sur le dernier profil. On a bouclé la boucle. Perfect. On a fait le tour, je pense, Claire. Absolument. Est-ce que tu voulais rajouter un point, un exemple, une anecdote ? Non, je dirais que si quelque chose, c'est que tant qu'on ne s'est pas posé ces questions-là, je pense que c'est difficile de se connaître en tant qu'investisseuse. Et finalement, je suis parfois face à des clientes qui, dans leur tête, étaient un petit peu têtues. Ah non, mais moi, je suis sûre, je suis capable, moi, je vais prendre un risque, j'ai pas besoin de ces capitaux. Et en fait, de le vivre en pratique, c'est-à-dire le vivre, c'est tu as investi. Du coup, là, cette personne-là, plutôt avec une brique action qui soit importante, eh bien, finalement, le premier gros à-coup de marché, il fait mal. Et donc là, le comportement qu'il ne faudrait pas avoir, mais qui peut être naturel, c'est de se dire, je vends, je me protège, je vends les actions. Sauf que c'est le vendre au pire moment, puisque c'est le vendre au moment où... Au plus bas. Au plus bas. Donc voilà, il y a ce type de biais aussi où c'est difficile, comportementaux finalement, qu'on ne peut pas connaître tant qu'on n'a pas investi. Et c'est des questions qu'on se pose en le vivant et en le pratiquant. Oui, donc les émotions prennent beaucoup de place dans la relation à l'argent et à l'investissement. Ah alors ça, c'est évident. Les émotions, la psychologie, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas mettre de côté et qui parfois prend une place trop importante. Et donc, à nous... on cède à ses émotions et on prend des mauvaises décisions. Absolument. Non, mais il faut établir le plan d'action dès le départ. Il faut être très clair avec, très aligné avec et le mettre en œuvre. Et après, on s'y tient.
Absolument, c'est exactement ça. Et on ne cède pas au coup de l'émotion. Exactement, c'est dur, c'est facile à dire, c'est dur en pratique. J'ai perçu chez toi, Claire, chez Bénédicte, chez Lucia aussi, que j'ai reçu sur la chaîne, cette sensibilité, vous arrivez à percevoir chez les gens, je pense, ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer, ou alors ce qu'ils ont exprimé mais qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'ils ont cérébralement finalement en tête. Je pense que vous avez cette sensibilité-là à arriver à percevoir et pour après ensuite déterminer la bonne allocation. Je pense que c'est essentiel d'avoir ce niveau de sensibilité parce que... Puis vous creusez à chaque fois, je vois que vous posez beaucoup de questions, vous faites en sorte de vraiment creuser et d'apprendre à connaître la personne que vous avez en face de vous. Ah oui, l'audit est ultra important. On parle souvent d'audit patrimonial sur tout ce qui s'apparente à la fiscalité et au sujet de transmission, mais c'est la même chose pour l'épargne financière et sur l'allocation d'actifs. Il faut bien connaître nos clients, nos clientes, et c'est comme ça qu'on saura établir ce cahier des charges, ce plan d'action et faire comprendre finalement à l'investisseuse: ah oui, super, j'ai mon plan, ça rassure énormément aussi. Et oui, je pense que c'est bien de se poser ces questions-là et d'être un peu plus... vulgariser un peu le propos, parce que les sujets financiers, c'est tellement vaste et vague, on va pas se mentir. C'est dur, c'est pas palpable. J'ai plein de copines, de copains quand on fait des apéros et que je me lance dans des explications sur ça, et je sens que il faut revenir à la racine et être super assez clair. Et c'est difficile d'être clair dans cette typologie d'investissement quand on parle de finance. C'est pas simple, mais c'est un exercice qui est super. J'adore. Oui. Et puis c'est la vie, parce que tu vois, la première question que tu poses, c'est l'objectif. Absolument. L'objectif de vie. Absolument. Que je veux. Et tu l'as dit, mes enfants, ma retraite, un projet. Tout à fait. Donc au service de mes objectifs. Ça, on le répète à chaque fois, tout le temps. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi. Merci à vous aussi d'avoir visionné cet épisode. S'il vous a été utile pour prendre en main vos finances, pensez à le partager autour de vous. Un simple partage peut lui aussi provoquer un déclic chez quelqu'un d'autre. Abonnez-vous, likez, commentez pour que d'autres femmes puissent, elles aussi, découvrir des explications claires, fiables et accessibles. Ensemble, faisons circuler les clés pour investir en toute confiance et avancer vers plus d'indépendance financière. Abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes de nos séries publiées chaque dimanche à 10h, lundi à 17h et mercredi à 17h. Pour poursuivre les échanges, se soutenir et partager nos expériences, rejoignez notre cercle privé de femmes. Le lien est en description. Un immense merci à Bread Banque Privée, partenaire de cette série qui rend possible la diffusion gratuite de ce programme et soutient notre mission, permettre à chacune de reprendre le contrôle de son avenir financier à son rythme et en confiance. À très bientôt pour un nouvel épisode.